Bien, bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, j'avais commencé donc à vous parler de l'importance de la catégorisation à partir de Lakoff, et notamment d'un passage du début de son livre de 87 indiquant que, au fond, comprendre la catégorisation, c'est comprendre l'être humain, comprendre comment nous catégorisons, c'est comprendre comment nous pensons et fonctionnons et comprendre ce que signifie d'être humain. Nous avions vu aussi l'exemple des tasses et des bols, qui est plus ancien, qui date de Lakoff, et cela nous a permis de constater que les frontières des catégories sont floues, et par ailleurs que le contexte, puisque, vous souvenez, les catégorisations variaient selon que le contexte de nourriture était présent ou pas. Donc le contexte joue un rôle pour la délimitation des frontières des catégories. Et enfin, je vous avais parlé de la hiérarchie des catégories et donc de cette dimension verticale des catégories qui va donc des hyperonymes aux hyponymes. Alors, après nos discussions sur les tasses et les bols la semaine dernière, j'ai essayé de regarder ça d'un peu plus près. D'abord en examinant les ressources lexicographiques. Alors, quand on regarde dans le TLFI, le Trésor de la langue française, finalement, on a peu de ressources. Je vous signale que Mug n'est pas présent dans le TLF. Il est sans doute présent dans les versions récentes du Petit Robert ou du Petit Larousse. Mais voyez ce que vous avez comme définition pour tasse: petit récipient à anse ou à oreille, dont on se sert pour absorber une boisson généralement chaude, et pour bol, pièce de vaisselle de forme généralement hémisphérique, servant à prendre certaines boissons. Vous voyez que la définition ne nous aide absolument pas à trancher dans un sens ou dans l'autre. Simplement, pour tasse, anse ou oreille, on a vu qu'il y a des tasses qui n'ont pas d'anse. Pour les bols, ils ont effectivement une forme hémisphérique, c'est-à-dire de demi-sphère, mais le bol est limité à la boisson, alors qu'au fond, on a vu qu'il pouvait très bien être associé à la nourriture. Pour aller un peu plus loin, je suis allé voir sur le site d'un célèbre marchand de toutes sortes de choses, et j'ai regardé comment étaient catégorisés les bols, les tasses, etc. Je vous signale au passage que depuis que dans le monde entier on achète des choses via des plateformes internet, les problèmes de catégorisation sont devenus essentiels, parce qu'une entreprise doit réussir à présenter ses produits d'une façon qui soit aisément accessible, etc. Alors, ce qu'on constate en premier lieu, qui est assez intéressant sur le site d'IKEA, c'est que, et puis en plus je me suis dit que comme on approche des fêtes de Noël, je vais vous donner des idées de cadeaux. Ce qui est intéressant sur le site d'IKEA, c'est que vous voyez que les bols et les tasses vont être classés dans des rubriques différentes des arts de la table. Alors, on a donc une catégorie générale art de la table qui sert de catégorie hyperonymique, et puis des sous-catégories assiette et bol, verre et carafe, saladier, plat de service, plateau, café, thé, etc. Bon, il n'y a pas tasse évidemment là, mais on se doute qu'on va trouver tasse dans café et thé. Deuxième remarque, il y a une chose qu'on avait oubliée, c'est la frontière entre l'assiette creuse et le bol. C'est-à-dire que, vous voyez que dans le site d'IKEA, vous avez donc une sorte de progression comme ça, qui rappelle vraiment la progression de Lakoff qui va de la tasse au bol, mais ici qui va de l'assiette au bol. Vous voyez qu'il y a un certain degré où les bords de l'assiette remontent pour arriver au bol. Mais on peut très bien imaginer toutes sortes de cas intermédiaires ici, où on se demandera si on a affaire à une assiette ou à un bol. Maintenant, des choses un peu curieuses sur les tasses. Vous voyez que ici, on a une rubrique où on a uniquement des mugs. Mais en regardant,
je pense que vous êtes d'accord pour dire qu'ici, on aurait envie de dire qu'il s'agit d'une tasse. Autre exemple intéressant, vous voyez qu'ici, vous avez mug, mug, tasse à espresso, mug. Alors, ensuite, mug ici aussi, hein, alors que bon, ça ressemble quand même bien à une tasse. Alors, c'est quand même assez étrange. Hein. Là, on n'a pas envie de dire qu'il s'agit d'une tasse. En fait, l'explication, et ça montre que leur site est quand même perfectible, là en l'occurrence c'est très mal fait, c'est que quand vous regardez de près, vous voyez que la fameuse tasse ici a comme dimension une hauteur de 6 cm et une capacité de 8 cm. Et qu'en réalité, les deux choses très proches qui sont nommées mug, hein, qui étaient à droite et à gauche de ce qui est appelé ici tasse, sont pas tellement plus hautes, hein, 1 cm de plus, mais surtout, elles ont une capacité beaucoup plus grande. Or, ici, on n'a pas du tout l'impression que la tasse est plus petite, hein, mais en réalité, elle est aussi haute, mais beaucoup plus étroite, et les mugs, du coup, restent des sortes de tasses assez larges. Alors, quand on regarde l'ensemble de la catégorisation, là je vous donne juste un extrait, hein, de ce qui apparaît dans le classement par fonction. Vous pouvez classer l'ensemble des produits de ce magasin par fonction, par pièce, par ordre alphabétique. Alors par ordre alphabétique, je pensais au départ que c'était lit, chaise, etc. Mais non, c'est l'ordre alphabétique des noms des produits chez Ikea. Donc ce sont à chaque fois des noms bizarres. Donc c'est quasiment inutilisable, sauf si vous connaissez le suédois, ou alors sauf si vous avez déjà un produit et dont vous savez le nom. Mais je défie quelqu'un qui achète une chaise Ikea de se souvenir 3 jours après le nom que portait la chaise dans le magasin. Hein. Bon, bref, donc ça sert à rien. Il y a une rubrique par fonction, une rubrique par pièce. La rubrique par fonction, là vous en avez un seul petit extrait, parce qu'au total il y a 27 catégories. Hein. Alors, les fonctions, la notion de fonction n'est pas forcément très claire, hein, mais on voit que il se débrouille pour ranger intuitivement les choses qui relèvent des meubles de cuisine. Mais alors, est-ce que une chaise, c'est pas un meuble de cuisine? Est-ce qu'une chaise est un meuble? Oui. Hein. Donc, il y a bien quelque chose comme des placards qui ne sont pas des armoires et des penderies dans les meubles de cuisine. Bien, dans les meubles de cuisine, il y a de l'électroménager. Tout ça, on sent qu'il y a une catégorisation qui a été faite empiriquement, mais qui ne repose pas forcément sur des principes très clairs, très explicites. Alors, ce qui est amusant, là, vous avez... oui, les pièces. Alors ça, c'est la catégorisation par pièce. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, ici, les pièces entrée, salon, salle à manger, cuisine, pas de problème. Chambre, bureau. Alors là, vous voyez que tout d'un coup, c'est plus une pièce, c'est univers bébé et enfant. Et puis là, vous avez jardin, hein, qui n'est pas une pièce, bien sûr, mais ils sont obligés de le catégoriser comme pièce. Donc, il est évident que ici, ou alors pièces pour enfants, vous voyez, ce sont des chambres, souvent, ce qui est appelé ici univers bébé et enfant. Donc, en toute rigueur, toute cette rubrique univers bébé et enfant aurait dû être classée en partie dans chambre, en partie peut-être dans autre chose, hein, je ne sais pas, par exemple, ici il y a des rangements, etc., des chaises, bon, ça on imagine que c'est dans les chambres, matelas, table, meubles. Oui, alors il y a les textiles, des vêtements, donc bon, il n'y a pas de pièces, vous voyez, à partir du moment où vous vendez des vêtements, si vous faites une catégorisation par pièce de la maison, à quelle pièce correspond le vêtement, hein, c'est pas évident.
Donc, ce que je veux vous montrer par cet exemple, c'est que les solutions de catégorisation qui sont adoptées ici par les concepteurs du site d'IKEA sont des solutions empiriques. Elles partent non pas de choses, disons, d'analyse sémantique portant sur ce qu'est une pièce, etc. Ça ne les gêne pas du coup de mettre jardin dans les pièces et d'avoir quelque chose comme tout ce qui concerne les enfants qui est traité à part comme dans les pièces. Mais c'est une erreur en termes de catégorisation, mais en termes pratiques, évidemment que sans doute c'est utile pour retrouver. Alors, les tapis, si vous prenez un exemple comme les tapis par exemple, bon, ça apparaît dans le salon, mais il peut y avoir du tapis ailleurs que dans un salon. Si vous allez voir dans la salle de bain, par exemple, il y a des tapis dans les salles de bain, donc textiles, serviettes, tapis de bain. Alors, si vous mettez un tapis dans votre entrée, ben, pas de chance, il n'y a pas de tapis dans l'entrée, il faut aller chercher dans le salon. Donc, où mettre les tapis, par exemple. J'imagine que c'est un problème que s'est posé le concepteur de ce site et il a trouvé une solution, bon, moyenne, mais évidemment, il y a toujours un moteur de recherche qui permet de chercher à partir du nom, donc je pense que la plupart des clients tapent dans le moteur de recherche d'IKEA tapis et puis ensuite ils vont avoir tapis, etc. Mais vous voyez qu'un problème un peu ridicule comme ça de catégorisation, un problème très pratique, hein, c'est en réalité un véritable problème pour les conceptions de sites marchands. Alors, revenons maintenant à des considérations plus théoriques. Pour définir les catégories, classiquement, vous avez deux solutions. Vous pouvez les définir par extension ou par intention ou compréhension. Alors, je prends un exemple d'abord qui n'est pas linguistique pour clarifier les choses. Si je considère comme catégorie, une catégorie mathématique, numérique, qui est l'ensemble des nombres pairs, la définition par intention, la définition intentionnelle ou en compréhension, comme on dit parfois, des nombres pairs va être celle-ci. L'ensemble des nombres pairs, c'est l'ensemble des entiers naturels, donc n appartient à n, grand N c'est l'ensemble des entiers naturels, tel qu'il existe P éléments de n avec n égale 2P, donc c'est-à-dire tous les nombres qui peuvent être reformulés en disant 2P. Bien. Cette définition est abstraite. Elle correspond à un critère définitoire. Ici, un critère mathématique, n égale 2p, disons, hein, c'est ça le critère principal. Si on laisse de côté les points qui sont importants, c'est-à-dire le fait que p et n soient des entiers naturels, c'est la définition par intention. Vous pouvez aussi décrire l'ensemble des nombres pairs en disant que c'est l'ensemble 0, 2, 4, 6, 8, etc. Là, cette définition par énumération sera la définition par extension, c'est-à-dire on donne l'ensemble des éléments, on donne la liste de l'ensemble des éléments qui forment l'ensemble considéré. Si on prend maintenant un exemple linguistique, l'exemple de la catégorie chien, la définition intentionnelle va être grosso modo une définition type, définition dictionnaire. Attendez, j'ai encore une chaise ici, si vous voulez, que je n'utilise pas. Oups. Ah oui, d'accord. Faites attention, non, elle est un peu cassée, mais bon, ça reste un membre de la catégorie chaise. Alors, la catégorie chien, donc dans sa définition intentionnelle, mammifère carnivore très anciennement domestiqué, dressé à la garde des maisons et des troupeaux à la chasse, ou bien élevé pour l'agrément, donc c'est la définition du TLFI. La définition extensionnelle, ben, ça va être un ensemble de chiens, d'accord ?
On parle donc de l'extension, quand on parle de l'extension d'un nom, alors là c'est vraiment un terme technique, hein, le terme d'extension en linguistique. L'extension d'un nom, c'est l'ensemble des êtres ou objets auxquels le nom est applicable. Donc l'extension de chien, c'est l'ensemble de tout ce que je peux nommer chien. D'accord ? L'intention de chien, c'est la liste, si vous voulez, des caractères définitoires du chien. Alors, il y a une loi importante qu'on appelle la loi de Port-Royal qui indique que l'extension et l'intention sont en proportion inverse. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que lorsque vous avez un terme très général, comme animal par exemple, par rapport à chien ou par rapport à teckel, eh bien le nombre de caractéristiques qui va apparaître dans la définition va être petit. Donc petite intention, grande compréhension, ou grande extension, pardon. Dès que vous spécifiez, par exemple si vous passez de animal à chien à teckel, vous allez être obligé pour définir teckel de dire que c'est un animal de la catégorie chien et qui a telle caractéristique. Donc vous allez augmenter le nombre de traits dans la définition, vous allez augmenter le nombre de caractéristiques qui va apparaître dans la définition intentionnelle. Donc plus le terme est précis, plus l'intention est grande, mais plus l'extension est faible. C'est-à-dire que l'ensemble des teckels est un sous-ensemble de l'ensemble des chiens, etc. D'accord ? Donc, ça c'est un point classique, important à retenir, qui est pertinent d'une manière générale pour la théorie des ensembles finalement. Ce n'est pas quelque chose qui est proprement linguistique, mais disons, ça marche aussi en linguistique. Donc on parle de l'extension d'une catégorie ou de l'intention d'une catégorie, et pour parler des éléments qui appartiennent à la catégorie, on parle d'instance ou de membre d'une catégorie. Alors, maintenant, pour décrire les catégories, on dispose de deux modèles, et je vais d'abord vous présenter le modèle qu'on appelle, à partir de Lakoff, qu'on a commencé à appeler le modèle classique ou objectiviste, qu'on appelle parfois le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, ou qu'on appelle aussi parfois le modèle aristotélicien, etc. La catégorie va être définie par un ensemble de traits communs, c'est-à-dire un ensemble de propriétés que possèdent tous les membres de la catégorie. Une catégorie, ça va être un ensemble de choses qui ont tout en commun un certain nombre de propriétés. Alors, par exemple, prendre un exemple élémentaire, si je définis oiseau par vertébré à plumes, je donne donc dans mon intention deux caractéristiques. Il faut que ce soit un vertébré et il faut que ce soit à plumes. Eh bien, je vais avoir c'est pour ça qu'on parle de conditions nécessaires et suffisantes. D'une part, tout objet, toute entité quelconque qui est vertébré et qui a des plumes va être dans la catégorie oiseau. Et inversement, tout membre de la catégorie oiseau doit forcément être vertébré et avoir des plumes. D'accord ? C'est pour ça qu'on parle de conditions nécessaires et suffisantes. Alors, voici un exemple de classification scolaire qui utilise ce type de catégorisation. Vous avez ici donc les vertébrés, hein, avec les mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, etc. Et vous voyez que pour les oiseaux, vous avez vertébrés, la peau porte des plumes. Donc vous avez bien
cette caractéristique qui s'oppose à la peau porte des poils, la femelle possède des mamelles pour les mammifères, la peau porte des écailles soudées pour les reptiles, la peau est nue pour les amphibiens, la peau porte des écailles non soudées pour les poissons. Donc vous voyez que là il y a un sous-critère qui est à partir des caractéristiques de la peau et qui définit différentes sous-classes de vertébrés, qui eux-mêmes s'opposent aux invertébrés avec différents types d'embranchements. Donc, ce modèle des conditions nécessaires et suffisantes, il se caractérise par un certain nombre de principes qui sont l'idée que d'abord les catégories ont des frontières bien délimitées, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas d'intermédiaire entre oiseaux et mammifères, par exemple, ou entre reptiles et oiseaux. La peau, soit elle a des plumes, soit elle n'en a pas. Point. L'appartenance d'une entité particulière à une catégorie s'inscrit dans une logique binaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les catégories sont nettes, un élément appartient dans une catégorie ou pas, d'une manière vraiment binaire. Hein. C'est vrai ou faux que tel X est un oiseau ou pas. Et puis, enfin, les membres d'une catégorie ont tous le même statut. À partir du moment où vous définissez oiseau par le fait que c'est tout animal qui est vertébré, qui a des plumes, n'importe quel animal qui a des vertébrés et des plumes est un oiseau au même titre que n'importe quel autre. Alors, ce modèle est évidemment un modèle utile pour pour certains usages de la catégorisation, hein, en particulier pour la catégorisation scientifique. Il est certain qu'on a besoin de catégories nettes, les scientifiques ont besoin de catégories nettes pour délimiter les types d'espèces animales, les types de plantes, etc., etc. Mais est-ce que ce mode de classification reflète notre façon naturelle de catégoriser ou la façon dont les langues naturelles catégorisent via la dénomination? En réalité, on l'a vu déjà avec plusieurs exemples, les frontières des catégories que nous utilisons usuellement ne sont pas nettes. Hein. On l'a vu encore tout à l'heure dans le cas des tasses, des bols, des mugs, des assiettes creuses, etc. Mais vous avez toutes sortes de cas, les meubles, les vêtements. Alors voilà, est-ce que un abat-jour, c'est un meuble? On ne sait pas trop. Hein. Moi, je n'ai pas vérifié dans le site d'IKEA où est-ce qu'ils mettent les abat-jours. Mais est-ce qu'un piano, c'est un meuble? Alors, pour un déménageur, ce sera un meuble. Pour un musicien, ce sera un instrument de musique, par exemple, et pas un meuble. Pour un pianiste, un piano, c'est pas un meuble. Mais pour un déménageur, c'est un meuble comme un autre. Donc, vous voyez que la catégorie, là, vous retrouvez cette idée qu'il y a une dimension contextuelle, fonctionnelle, dans la catégorisation. Notre façon de catégoriser dépend de notre façon d'interagir avec le monde. Dans le cas des vêtements, bon, est-ce que une ceinture, c'est un vêtement? Est-ce que des gants ou des chaussettes sont des vêtements? Non? Normalement, oui, mais c'est un accessoire. Oui, donc encore une fois, si vous cherchez sur un site internet qui vend de l'habillement, vous allez trouver. Est-ce que vous allez trouver ceinture et chaussettes dans la rubrique accessoires? Pas sûr, je n'ai pas vérifié. Est-ce que une chaussette c'est un accessoire au même titre qu'une ceinture? On se pose des questions métaphysiques profondes. Hein. Il faudrait vérifier, là j'ai pas pris le temps de vérifier, mais on voit bien que du coup la catégorie vêtements
Autant on n'aura aucun problème avec pantalon, chemise, veste, ça, c'est t-shirt, tout ça, ce sont des vêtements. Mais, bon, pour le reste, les frontières de la catégorie sont un peu floues. Et puis, par ailleurs, en admettant que des gants soient considérés comme des vêtements, au même titre qu'un pantalon, qu'une chemise ou une veste, il est assez clair que ça n'est pas un représentant, les gants ne sont pas des représentants de la catégorie vêtements aussi prototypiques, aussi caractéristiques, si vous voulez, qu'une chemise, une veste ou un pantalon. Si vous dites à quelqu'un, tiens, dis-moi un nom de vêtement au hasard, il va dire chemise, veste, pantalon, t-shirt. Celui qui vous dit ceinture, il faut s'interroger sur ses mœurs, peut-être. Mais voilà, il y a certains membres des catégories qui sont plus représentatifs de la catégorie que d'autres, hein, visiblement. Et puis, certaines propriétés ne sont pas toujours vérifiées. Je ne sais pas comment on peut définir le vêtement, mais il est possible que quand vous définissez vêtement, ceinture n'entre pas dans la définition de vêtement. Là aussi, il faudrait voir dans les définitions de dictionnaire, par exemple. Bon. Mais on va voir un exemple classique après avoir examiné un peu ce que Laïkov, toujours dans son livre de 87, donc sur Women, Fire and Dangerous Things, dit. Alors, d'abord, il précise que ce modèle que j'ai présenté en premier lieu, le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, caractérise ce qu'il appelle l'objectivisme. Alors, je paraphrase un peu la citation que je donne ici, qui est extraite de la préface. Donc, on va appeler la conception traditionnelle, donc c'est exactement le modèle des conditions nécessaires et suffisantes que je vous ai exposé précédemment. On l'appelle objectivisme pour la raison suivante. Les tentatives modernes pour le faire marcher acceptent l'idée que la pensée rationnelle consiste dans une manipulation de symboles abstraits et que ces symboles, via leur signification, ont leur signification via une correspondance avec le monde, objectivement construite, c'est-à-dire indépendamment de la compréhension de tout organisme. Une collection de symboles placés en correspondance, enfin un ensemble de symboles mis en correspondance avec un monde structuré objectivement est vu comme une représentation de la réalité. Du point de vue objectiviste, toute pensée rationnelle implique la manipulation de symboles abstraits dont la signification est donnée seulement par des correspondances conventionnelles avec des choses du monde externe. Alors, l'objectivisme, c'est pour lui l'idée que on associe, on conçoit la signification comme un système de correspondance entre des mots et des choses. Donc, c'est pour ça qu'il parle d'objectivisme, parce que ce qui est inclus dans cette perspective théorique, c'est qu'on a affaire aux choses dans la réalité, hein, et que les catégories vont viser le regroupement de certaines choses dans la réalité. Et donc que les noms servent à manipuler des catégories qui sont définies par la réalité. Alors, voici quelques caractérisations plus... voilà, il y en a pas mal, hein, quelques caractérisations plus précises du point de vue objectiviste. D'abord, la pensée, ça on l'a vu, est une manipulation mécanique, hein, de symboles abstraits. L'esprit est une machine abstraite, hein, qui fait des computations algorithmiques à partir de symboles. Les symboles ont, et donc, bon, par exemple, les mots et les représentations mentales sont des exemples de symboles. Ils ont leur signification via des correspondances avec le monde extérieur, et toute signification est de cet ordre. Les symboles qui correspondent au monde externe sont des représentations internes de réalité externe. Les symboles abstraits
sont en correspondance avec les choses dans le monde indépendamment des propriétés des organismes, puisque l'esprit humain utilise des représentations internes pour la réalité externe. L'esprit est un miroir de la nature, un miroir de la réalité, et donc la raison juste, correcte, reflète la logique du monde externe. Bon, donc l'idée que les êtres humains ont des corps est complètement secondaire. La pensée est abstraite et désincarnée. Une machine peut faire aussi bien que l'être humain, puisque une machine peut manipuler des symboles mécaniquement. La pensée est atomistique, hein, et donc puisqu'elle fonctionne symbole par symbole, et puis elle est logique dans un sens, disons, au sens de la logique formelle. Alors, toutes ces caractéristiques, qui sont les caractéristiques de l'objectivisme pour Lakoff, permettent facilement de deviner le point de vue opposé, qui est donc le point de vue expérientialiste pour Lakoff, c'est-à-dire qu'on va avoir l'idée que la pensée, justement, ne se réduit pas à une manipulation de symboles abstraits. Donc, comme toujours, hein, c'est la grammaire générative qui est visée dans ce cas-là. La signification ne se réduit pas à une correspondance, le corps joue un rôle dans l'élaboration des représentations des symboles, et les processus mentaux ne sont pas atomistiques, mais globaux et irréductibles à la logique formelle. Alors, maintenant, on passe à ce que Lakoff va dire par opposition de la théorie du prototype. Alors voici comment il présente les choses au début du livre. Hein, donc là tout à l'heure je vous ai donné quelques citations, brèves citations de la préface. Là c'est le début du livre, vous voyez, au tout début, page 8-9. Donc l'approche via le prototype, hein, à laquelle donc le livre est entièrement consacré, montre que la catégorisation humaine est principalement une affaire d'expérience, d'imagination, de perception, d'activité motrice, de culture d'un côté, de métaphore, de métonymie et d'imagerie mentale de l'autre. Bon. Donc, par conséquent, la raison humaine dépend crucialement des mêmes facteurs et ne peut pas être caractérisée seulement comme une manipulation de symboles abstraits. Bien sûr, un certain nombre d'aspects de la raison humaine peuvent être isolés artificiellement et conceptualisés ou modélisés plutôt par des symboles, par une symbolisation abstraite, par une manipulation de symboles abstraits. De même qu'une partie de la catégorisation humaine rejoint et colle avec la théorie classique. Mais on ne s'intéresse pas à ces aspects-là, et plutôt donc à la catégorisation comme cas particulier de la théorie des modèles cognitifs. Bien. Alors, très explicitement, Lakoff nous dit à quoi il faudra renoncer, à quel genre d'idée il faut renoncer lorsque on adopte le point de vue de la conception prototypique des catégories. Rappelez-vous encore une fois que pour Lakoff, réfléchir sur les catégories, ce n'est pas seulement s'intéresser à un petit problème linguistique particulier, c'est réfléchir à la façon dont pensent les êtres humains. Hein, la façon dont pensent les êtres humains, ce qui fait qu'un être humain est un être humain. Alors voilà, toutes ces idées dont il faudra se débarrasser, l'idée que la signification est basée sur la vérité et la référence. Alors ça renvoie à toute une école de philosophie du langage qui est l'école issue du cercle de Vienne et issue des travaux de Russell, par exemple, pour dire peut-être l'auteur le plus connu. Renoncer à l'idée que les espèces biologiques sont des sortes naturelles, qu'elles sont définies par des propriétés communes. Alors ça, c'est très excessif comme formulation, parce que
C'est vrai que pour un être parlant dans une culture donnée, on va le voir, la catégorie oiseau n'est pas définie par des propriétés communes qui sont dans la nature, pas forcément. En revanche, pour la catégorisation scientifique, c'est le cas. Hein. Donc, quand on dit espèce biologique ici, c'est au sens de la catégorisation ordinaire de ces choses-là. Bon, il faudra renoncer aussi à l'idée que l'esprit est séparé du corps, hein, donc ça c'est toute la problématique de l'embodiment. L'idée que l'émotion n'a pas de contenu conceptuel, l'idée que la grammaire est une pure forme, est purement formelle, l'idée que la raison est transcendantale et donc n'a aucune relation avec l'être humain en tant que dans sa dimension corporelle, etc. Et l'idée selon laquelle il y a une vision universaliste du monde, le point de vue de Dieu, hein, une façon qui serait correcte de comprendre les choses et une façon qui ne le serait pas. Donc vous voyez là, c'est la porte ouverte au relativisme généralisé. Et puis à l'idée que tout le monde pense en utilisant le même système conceptuel. Dans cette dernière notation, vous voyez que en dépit du fait que les linguistiques cognitives s'attachent à ce qui est commun entre les langues quand même, au processus cognitif commun, elles n'en découlent absolument pas l'idée que tout le monde a le même système conceptuel. Hein. Les systèmes conceptuels peuvent avoir des universaux parce que nous sommes tous des êtres humains, mais il y a des systèmes conceptuels différents selon les contextes culturels. Alors, il en arrive enfin, et c'est ce point que nous allons développer par la suite, aux apports d'Eleanor Rosch, dont je vous ai déjà un petit peu parlé, en vous disant qu'elle avait commencé ses travaux sur la catégorisation des couleurs. Alors, Lakoff commence à rappeler cela, hein, en disant que les couleurs focales ont été théorisées par Rosch comme des points de référence cognitifs ou des prototypes, mais ça c'est plutôt la notion de prototype, c'est celle qu'on va retenir. Hein. L'expression cognitive reference points n'est pas en usage aujourd'hui, hein, tout le monde dit prototype. Bon. Donc des prototypes qui sont des sous-catégories ou des membres qui ont un statut cognitif spécial, qui sont donc le meilleur représentant de la catégorie. Bon, donc ça s'oppose complètement à ce qu'on a vu tout à l'heure à propos de la théorie classique des catégories, qui indique que tous les membres de la catégorie ont le même statut. Bien. Donc Rosch a montré à partir de certain nombre de techniques expérimentales que donc il y avait toutes sortes donc des techniques expérimentales impliquant l'apprentissage, des expériences de matching, de mémoire, des jugements de similarité, convergent vers cette notion de prototype. Et c'est ce que je vais vous montrer pour terminer ce cours, quelques-uns des apports expérimentaux de Rosch, le genre de dispositifs expérimentaux qu'elle a mis en place pour prouver, disons, l'existence des prototypes. Alors, ce qui va être montré, c'est que donc il y a des asymétries qu'on appelle des effets prototypiques qui sont trouvés. Donc, voilà, par exemple, les moineaux sont jugés comme étant plus représentatifs de la catégorie oiseaux que les poulets, les pingouins ou les autruches. Et les chaises de bureau sont plus représentatives de la catégorie chaise que les rocking chairs, que les chaises de coiffeur. Beanbag chairs, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Beanbag? Ah, les poufs, le pouf ou la chaise électrique. Bon. Donc il y a un type de chaise qui est plus représentatif de la catégorie de chaise. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à montrer que, effectivement, c'est le premier point critique par rapport à la théorie classique des catégories qu'on va examiner,
comment est-ce qu'on peut montrer qu'il y a dans les catégories des membres, certains membres, qui sont plus représentatifs de la catégorie que d'autres, donc plus prototypiques. Donc que tous les membres d'une catégorie ne sont pas équivalents en tant qu'ils font partie de cette catégorie. Alors, voici donc une liste de dispositifs expérimentaux qu'a utilisé Eleanor Roche. D'abord, il y a la première expérience, direct rating. Rating, c'est quoi? Évaluation. Enfin bon, voilà. Donc il s'agit de dire sur une échelle, hein, mettons de 1 à 7, si tel ou tel exemple de membre de catégorie est un bon exemple de la catégorie. Donc par exemple, on prend la catégorie oiseau et on demande à des gens de juger sur une échelle de 1 à 7, est-ce que l'autruche est bien représentatif de la catégorie oiseau? Donc vous allez dire 3. Est-ce que le pingouin est bien représentatif de la catégorie oiseau? Vous allez dire peut-être 2, 3. Est-ce que le moineau est représentatif de la catégorie oiseau? Et là, la plupart des gens vont dire 7, etc. Donc avec une expérience comme ça, on fait émerger les prototypes. Deuxième type d'expérience, le temps de réaction. Donc là, on demande à des gens d'appuyer sur un bouton ou de dire vrai ou faux à la suite d'une question du type un poulet est un oiseau. Bon. Alors on va avoir des questions du type un moineau est un oiseau, un poulet est un oiseau, un kiwi est un oiseau, etc. Et on mesure le temps de réaction. Donc, quand l'exemple est un prototype, du type un moineau est un oiseau, le temps de réaction est très bref. Et si on demande aux gens un pingouin est un oiseau, ben, ils vont hésiter un petit peu, le temps de réaction va être plus long. Donc là aussi, c'est un dispositif expérimental qui fait apparaître un prototype. Troisième dispositif expérimental, la production d'exemples. Donc on demande aux gens, ben, donnez une liste de membres de la catégorie oiseaux. Et puis on regarde ceux qui reviennent tout le temps et ceux qui apparaissent beaucoup moins souvent, et on se rend compte que les oiseaux prototypiques, alors du type moineau, etc., mais je parle pour un contexte occidental, mettons pour la France, hein, dans d'autres pays, ce sera peut-être pas le moineau évidemment, mais donc tout ça est très contextuel, hein, bien sûr. En France, par exemple, le moineau va apparaître plus rapidement dans les exemples. Moineau ou corbeau aussi. Les asymétries dans les jugements de similarité, enfin dans les évaluations de similarité. Alors là, c'est l'idée de se dire, est-ce que X est similaire à Y et est-ce que Y est similaire à X? Et on se rend compte que non. Enfin, a priori, si deux choses sont similaires, on va se dire, par exemple, pour prendre deux pays, hein, les États-Unis et le Mexique sont un peu similaires. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'Amérique, par exemple. Eh bien, est-ce qu'on va dire que le Mexique est similaire aux États-Unis ou que les États-Unis sont similaires au Mexique? Eh bien, les expériences montrent que les gens sont beaucoup plus gênés pour dire que le Mexique est similaire aux États-Unis. Pour dire que les États-Unis sont similaires au Mexique, ils vont plutôt dire l'inverse. Hein, que le Mexique est similaire aux États-Unis. Donc, que la catégorie prototypique, c'est elle qui attire la similarité. Il y a une asymétrie aussi dans la généralisation. Quand on a une nouvelle information sur une catégorie représentative, elle est plus facilement généralisée aux membres non représentatifs que l'inverse. Alors, par exemple, on a montré que des sujets testés pensent qu'une maladie est plus facilement diffusée du moineau au canard. Si on invente un scénario où il y a une maladie qui se diffuse, les gens acceptent plus facilement qu'elle se diffuse du moineau au canard que du canard au moineau. Bon, ouais, c'est plutôt étrange, il faudrait voir un peu le détail de l'expérimentation, mais l'idée est que c'est l'oiseau le plus prototypique qui va diffuser la maladie plutôt que l'inverse. Bien. Alors, il nous faudrait maintenant entrer, oui, alors je vois dans le temps, il me reste trop peu de temps pour pouvoir entrer dans le détail de ce que dit Roche elle-même sur sa façon de concevoir
la catégorisation. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se sépare? Alors, ce qu'il faut retenir pour l'instant, si vous voulez, c'est cette opposition, cette distinction très forte entre la conception des catégories à partir de propriétés nécessaires et suffisantes. Donc, encore une fois, si vous définissez la catégorie oiseau par les propriétés être vertébré, avoir des plumes, tout oiseau est un oiseau à partir de ces deux propriétés au même titre. Mais si vous définissez la catégorie oiseau comme va le faire Roche, c'est-à-dire à partir de la similarité à un prototype, donc une catégorie, ça se caractérise d'abord par des membres prototypiques, et l'appartenance à une catégorie va être décidée sur la similarité par rapport au prototype. Donc c'est complètement différent, d'une appartenance catégorielle définie sur des propriétés dans le monde. Parce que l'autre différence importante, outre la dimension du prototype, mais c'est totalement lié, c'est l'idée que les catégories dans la théorie du prototype dépendent uniquement des représentations mentales des gens, pas de ce qu'il y a dans le monde, pas des propriétés objectives du monde, mais dépendent de la relation entre un être humain qui a un corps, un cerveau, un système cognitif, son environnement. Les catégories sont donc vues comme des catégories mentales et pas comme des catégories du monde. Voilà. J'ai donc terminé ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les catégories et donc si vous n'avez pas plus de questions, je vous dis à la semaine prochaine.